Bah écoutez, bonjour à tous et bienvenue. Je vais peut-être me présenter très rapidement. Moi, je suis Fabien. Je suis responsable pédagogique au sein de l'école Holberton sur le campus de Toulouse. Aujourd'hui, on va faire un live coding un petit peu particulier qui va être un espèce de mélange de live coding et de cours, puisqu'on on a la chance d'accueillir une toute nouvelle cohorte, donc une classe au sein de la Holberton School en France, à la C25. Donc bienvenue à tous. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés là en ce moment. Je vois que dans le chat, ça dit bonjour et ça rigole. Ben, n'hésitez pas à réagir. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire vraiment une introduction à Git et GitHub. Git et GitHub qui sont donc deux outils qui sont primordiaux pour le développement informatique et la programmation. Je vais vous mettre tout de suite ma petite caméra, comme ça vous voyez ma tête. Vous voyez, ah, c'est à gauche, hop, le petit welcome C25 et on est bien chez Holberton. Donc du coup, comme je vous disais, on va faire un tout petit peu de théorie avant d'attaquer de façon un peu plus euh, réelle le code sur un terminal. Donc déjà, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà un peu utilisé Git et GitHub, je pense qu'il y a pas mal de tips que vous allez pouvoir prendre ici. On va réviser un peu les bases et on va essayer de donner les bonnes pratiques. Euh, du coup, hop, je vérifie quand même qu'on passe bien. Ah, je suis pas sûr que mes slides passent. Objectif pédagogique, vous voyez ça les jeunes? Non, toujours pas. Ah, alors. Ouais, il y a peut-être un petit délai, on va attendre de vérifier quand même. Objectif de follower, sinon je vais relancer. Bon. Eh ben, premier couac. Alors, je situe un peu. Moi, c'est pas mon truc, le streaming de base. Euh, Ouais, c'est bizarre ça. Ah, voilà, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Petit couac technique. Du coup, je vous ai noté quelques objectifs pédagogiques parce que ben, c'est un peu le but de se réunir aujourd'hui pour ça. Donc, comme je vous le disais, on va comprendre les bases de Git, donc ce que c'est que la gestion de version, le staging, le commit et les branches, branches en anglais. Alors, pardonnez mon accent aussi au passage. On va voir comment on utilise les commandes principales de Git. On va essayer aussi de comprendre les bases de GitHub, ce que c'est un clone, un push. On va voir aussi un peu les bases de la collaboration dans le développement. Et l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à la collaboration justement et aux bonnes pratiques de versionning. Du coup, je ne sais pas si les slides elles passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer? Non, toujours pas. Alors, moi, je les ai bien. Vous êtes toujours sur introduction de ce qu'on me dit. Ah, ok. Bah, alors, hop, laissez-moi une minute parce que si vous ne voyez pas ce que je vous présente, c'est un peu embêtant. Non, je vais refaire une capture. Je suis désolé pour ceux qui vont voir. Hop, hop. hum. Alors, là c'est bon. Vous voyez le bon slide. Et je fais un petit essai. Vous m'en voulez pas? Je passe d'une slide à l'autre. Ça passe pas d'une. C'est bon. Ok, parfait. Désolé pour le petit délai technique. On est bon. Donc du coup, hop, je repars en arrière. Voilà. Alors, déjà, pourquoi il y a deux choses, Git et GitHub? C'est une des premières questions qu'on demande aux étudiants de répondre dans les projets autour de Git au sein de la Holberton School. Il faut bien comprendre que Git, déjà, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui va vous servir à faire l'historique de vos projets. Euh, à une époque, avant que ça existe, alors ça existe depuis déjà longtemps, ça a été créé en 2005 par Linus Torvald, qui est un des créateurs de Linux, si ce n'est le créateur de Linux, donc quand même un grand monsieur. Euh, Imaginez que vous travaillez sur un fichier. Si vous modifiez ce fichier, vous pouvez en faire des copies multiples. Et à chaque fois que vous modifiez, continuez à faire un copier-coller, avoir un nouveau fichier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez vite vous retrouver avec des dizaines de fichiers, et c'est un peu compliqué en termes de manipulation. Git vient un peu pour combler ce problème-là. Vous travaillez que sur un fichier, et vous pouvez sauvegarder des états de votre fichier, et y revenir, avancer, retourner. Voilà, donc c'est un peu ça le but de Git. Donc Git, c'est vraiment un logiciel qui tourne en local sur votre ordinateur. GitHub, c'est un peu différent. C'est une plateforme en ligne qui vous permet de rendre votre code accessible à d'autres personnes pour travailler en équipe, mais qui vous permet aussi de faire une sorte de sauvegarde dans le cloud de votre code.
Vous avez la possibilité sur GitHub de mettre votre code de façon publique pour que n'importe qui puisse y accéder, ou de façon privée, hein, si vous avez du code qui est confidentiel, mais ça vous permet quand même de le sauvegarder. GitHub, ça a été créé peu de temps après, hein, c'est de 2008, donc Git 2005, GitHub 2008, ça a été créé par 3 programmeurs, j'ai les noms si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus pertinent ici. Euh, Aujourd'hui, il faut vous dire que Git et GitHub, ça fait partie donc des systèmes de versionning les plus utilisés dans le monde professionnel. Il y en a d'autres qui existent, mais globalement, c'est toujours le même principe. Mais Git et GitHub ont quand même ouais, on peut dire un certain monopole là-dessus. Donc, c'est vraiment des logiciels indispensables. Il faut y passer du temps et il faut bien comprendre comment ça marche. Donc, voilà un peu pour situer Git et GitHub. Bon, je pense que beaucoup de gens qui suivent ce live savent déjà ça. Normalement, vous y êtes. Euh, ok, merci Pierre pour ton feedback sur le chat, sur les slides. Du coup, je passe à la suite. Donc, comme je vous dis, on fait un tout petit peu de théorique avant d'attaquer vraiment faire un peu de code. J'ai fait ce petit schéma là que je trouve qui est intéressant. Euh, je vais essayer de vous le vulgariser un peu avec une image. Euh, L'idée de Git, là on va parler de Git, on oublie GitHub pour l'instant, on y reviendra après. Vous avez un working directory, donc ça vous imaginez c'est le dossier dans lequel vous travaillez et vous mettez vos fichiers. Vous allez avoir un état temporaire dans lequel vous allez pouvoir dire je veux que ces fichiers-là soient mis de côté puisque je vais les commit, on appelle ça. Pour vous vulgariser ça, imaginez que vous avez sur votre lit une valise. Votre valise par rapport au schéma c'est le local repository. Hein, vous voyez ma souris, je pense là je l'indique bien. Le working directory, c'est là où vous allez sélectionner, par exemple, vous avez envie de prendre, vous avez 3 maillots que... Ah, le son est super bas, on me dit. Euh, Ça, je ne sais pas comment je peux vous améliorer ça, les amis. Bah, je vais parler un peu plus près de mon micro. Est-ce que c'est mieux, du coup, le son? Bon, j'ai mis un retour. Normalement, on m'entend pas trop mal. Je peux pas l'augmenter là-dessus. Un petit peu, oui. Bah, écoutez, je fais au mieux des systèmes qu'on a. Je me penche un peu, vous me voyez sur la caméra, du coup. Je me penche sur l'ordinateur. C'est pas grave, vous verrez ma belle tête en plus gros plan. C'est pas très gênant. Donc, du coup, je vous donnais ma petite image là de lit et de valise. Sur votre lit, donc vous avez 3 maillots, mais vous voulez en emporter que un pendant vos vacances, parce que vous savez que vous avez pas beaucoup de place dans votre valise. Pour l'instant, vous avez vos 3 maillots qui sont dans le working directory, et vous en sélectionnez un que vous mettez dans votre staging area. Ça, c'est en gros ce que vous allez décider de prendre avec vous dans votre valise. À côté de votre maillot, vous avez 2 paires de chaussures, mais vous savez que vous avez la place que pour une dans votre valise. Ben, c'est la même chose, vous avez choisi 2 paires de chaussures parmi votre... Ah, nanana, OBS, augmentation micro pour que ça soit plus facile. Bah ouais, je veux bien, mais... Ouais, je veux bien, il y a quelqu'un qui va venir me donner un coup de main. Vas-y, c'est ce micro-là. Ouais. Bah, je suis déjà à fond en fait sur OBS, les gens. Attendez, je regarde juste un truc. Réglage son. Volume en entrée. Alors, est-ce que c'est un peu mieux là le son Ouais. Bon, bah, j'ai pas de retour. Bon, bah... Ah. Bah ouais, mais je peux pas augmenter plus, je suis au maximum, les amis. Là, j'ai pas de. Euh, Et là, est-ce que c'est mieux? Non, ça doit rien changer du tout, ça. Bah écoutez, je fais au mieux. Hop, propriété audio avancée, micro. Est-ce que là c'est mieux? Vous pouvez me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien en distance? Ok, bon, on me dit yes, moi je pars du principe qu'on est bon maintenant. Donc du coup, je suis désolé, je reprends sur mon histoire de valise parce que du coup je me suis un peu paumé. Donc vous avez votre lit, vous avez les différents objets que vous voulez amener en vacances avec vous, et vous avez votre valise qui est le local repository. Donc vous allez mettre plein d'affaires dans votre working directory, comme je vous disais, plusieurs paires de chaussures, plusieurs maillots, plusieurs t-shirts, plusieurs ce que vous voulez.
Dans le staging area, c'est là où vous allez faire la sélection de ce que vous allez mettre dans votre valise. Et lorsque vous aurez mis les choses dans votre valise, c'est ça que vous décidez d'emporter avec vous. Mettons que le remote repository, c'est une belle île où vous allez pouvoir passer votre été à la plage. Voilà, une fois que vous avez mis les choses dans votre local repository et que vous partez, ben, vous ne pouvez plus aller rechercher ce qu'il y avait avant. Donc pour faire tout ça, vous avez différentes commandes terminales. Vous avez un git add. Git add, en gros, vous faites la sélection de ce que vous décidez d'emporter avec vous. Et git commit, vous le mettez dans votre valise pour l'emporter avec vous. Alors je ne sais pas si cette image est très claire, on va le voir quand on manipulera, je pense que ça facilitera un peu. Mais sinon, il y a ce petit schéma, je vous partagerai la présentation, mais on le trouve très facilement sur Internet. C'est un schéma qui est assez commun dans l'explication de Git. Et puis ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va vraiment passer à la pratique, parce que je pense que ce sera ça qui sera le plus intéressant. Je vais vous masquer la presse et on va afficher le terminal. Voilà. Donc là, est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat, vous voyez tous bien mon terminal? Oui. Ok, parfait, on me dit oui. Du coup, moi je me suis mis un peu dans les mêmes conditions que les étudiants en Alberton. Je suis certes sous VS Code, mais je vais travailler entièrement sur un terminal. Vous le voyez, c'est un terminal, je vais retourner en arrière pour que les gens voient bien, qui est sous Linux. Voilà, c'est une version d'Ubuntu qui est light. Donc l'idée c'est que je me mette dans les mêmes conditions que vous. Vous me permettez, je vais juste aller comme ça. Là vous voyez que les différentes commandes que vous avez prises en début de semaine pour les nouveaux étudiants, en tout cas les C25 LS pour lister, là ça s'actualise pas a priori de ce qu'on me dit. Ok, bon, bah ça c'est bien. On est dans le terminal VS Code. Pourtant j'ai fait plusieurs essais. Alors, je vais voir pourquoi est-ce que... Allez, on est reparti. Bon, pardonnez mon côté vraiment noob sur OBS et le streaming. C'est un peu le souci, donc code. Alors, là, est-ce qu'on peut me confirmer si on voit le LS qui a été fait ou pas? Oui. Ok, parfait. Donc là, vous voyez ce que je vais pouvoir faire travailler. Donc comme je vous disais, voilà, moi j'étais revenu en arrière. Donc pour revenir en arrière dans un dossier, on fait cd. Et là, vous voyez bien, je suis bien sous un Linux, un Ubuntu, tout ce qu'il y a de plus normal. Je trouve que c'est important d'être dans les mêmes conditions que nos étudiants. Moi, je me suis créé un petit dossier live coding. Déjà, premier tip que je peux vous donner, c'est que si vous tapez le mot-clé clear ici, vous allez nettoyer votre écran. Donc ça peut être assez pratique parce qu'un terminal, ça peut vite se remplir. Ça vous permet de vous taper une commande, vous faites clear derrière et vous effacez ce qui a été fait. Ça, c'est un petit tip que vous pouvez déjà retenir. Et donc, du coup, moi, première chose que je fais, je vais faire git-v. Alors, -v, c'est l'équivalent de -version. Ça vous permet d'afficher, si un logiciel est installé, sa version. Comme vous pouvez le voir, moi, je n'ai pas Git installé sur mon Ubuntu actuellement. Donc, je vais le faire. Je vais faire une commande qui s'appelle apt-get install. On peut mettre apt-install directement aussi, git. Sachez que sur certaines versions d'Ubuntu, vous serez obligé de mettre un sudo devant ici. Juste là, hop, vous pouvez faire comme ça. Alors moi, sur ma version, ça ne marchera pas puisque je me suis donné les droits administrateurs totaux, oui, sur ma version d'Ubuntu. Mais ça, c'est pour vous donner les droits super utilisateurs. Vous le verrez la semaine prochaine, ces choses-là. Donc là, j'installe Git et comme vous pouvez le voir, l'installation se déroule. Donc ça, il n'y a rien à faire, hein. C'est Ubuntu qui le fait tout seul. Et là, vous allez voir que la commande clear, elle peut être pas mal, parce qu'on peut prendre l'habitude de travailler dans le bas de l'écran comme ça, mais je trouve que pour un live, c'est pas mal quand même de nettoyer et de remonter ici. Et là maintenant, quand je fais un git-v, je vois bien que Git est bien installé sur mon ordinateur, sur ma version, enfin sur ma sandbox Ubuntu. L'étape d'après, c'est qu'il faut le configurer ce Git. Tout ça, vous l'avez vu dans les débuts du projet. Hop, la commande, elle n'est pas compliquée, c'est toujours git config. On met global ici, ça c'est pour faire une configuration globale. Sachez que vous pouvez avoir une configuration globale avec votre nom, votre prénom et votre adresse email. Mais si vous travaillez en partenariat avec d'autres gens, vous avez la possibilité de configurer un Git non global avec un autre nom et une autre adresse email. Voilà, alors ça, vous inquiétez pas trop là-dessus, vous prenez pas trop la tête. Pour l'instant, vous travaillez qu'en global. Si un jour vous en avez besoin, sachez juste que c'est possible de ne pas utiliser ce que vous avez configuré dans le global pour un projet spécifique.
Donc là, on fait username. Alors, moi, je vais mettre mon username de GitHub. Voilà. Donc là, je valide. Et je vais faire un git config. Hop, git config global, toujours pareil, avec user.email. Et là, vous m'en voudrez pas, comme on est en live, je vais mettre Alberton Best School. Hop. @gmail.com, on s'en fiche, c'est pas une vraie adresse email. Alors moi, ce que je vous conseille de mettre, en tout cas pour les étudiants qui sont Alberton, c'est de mettre vraiment votre pseudo GitHub en tant que username et l'adresse mail qui vous a servi à ouvrir votre compte GitHub ici. Ça vous facilitera et ça améliore un peu la visualisation de vos commits sur GitHub. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Donc là, je valide. Alors là, il y a un truc qui est bien, c'est que là, ok, vous avez fait des choses, mais qu'est-ce que ça a fait? Je vais vous montrer une petite commande, je ne crois pas qu'elle soit donnée dans les projets Alberton. Vous pouvez faire un git config, toujours global, puisque vous voulez afficher la configuration globale. Vous voyez les mots-clés, hein, c'est toujours des mots dérivés de l'anglais. Git, c'est le nom du logiciel. Config pour configuration, global, pour global, c'est très bien. Et si vous mettez list ici, ça vous affiche le contenu du fichier de configuration de Git, et vous voyez bien ce que, ici, là, ce que j'ai demandé à mettre. En gros, j'ai demandé que dans l'élément username, donc l'élément username, je lui ai demandé qu'il soit égal à mon username. Et là, on voit bien le contenu directement. C'est-à-dire qu'un jour, si vous voyez qu'il y a des bugs, vous pouvez afficher ça pour juste vérifier qu'il n'y a pas une erreur dans ces données-là. Et à partir de là, maintenant, Git, il est déjà configuré. Donc, ce n'est pas très compliqué à configurer. C'est juste des petits éléments que vous pouvez retenir ici. Je vous indiquerai comment trouver, je crois d'ailleurs avoir vu sur le chat des C25, donc pour les gens qui sont à l'Alberton School, sur le Slack des C25, j'ai vu quelqu'un qui a partagé une cheat sheet, et c'est très très bien, il y a beaucoup de commandes, donc vous pouvez vous référer à ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le Slack. Et puis écoutez, là on va commencer à créer un nouveau projet. Donc pour ça on va créer un dossier, on va l'appeler My First Project. Déjà vous remarquerez que je ne mets pas d'espace. Je remplace les espaces par un underscore. Vous avez la possibilité aussi de l'écrire comme ça, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une écriture en camel case, il me semble. Voilà. Moi, je n'aime pas cette écriture, donc je vous avoue, je mets les petits espaces comme ça. Mais sachez qu'on ne met jamais d'espace en développement dans les noms de dossiers. Et autant que faire se peut, on évite les majuscules, sauf des cas particuliers. Vous le découvrirez au fur et à mesure de votre apprentissage. Donc là, on est d'accord, j'ai fait un dossier. mkdir, c'est pour make directory. Donc j'ai créé un dossier. Pour afficher un dossier, je fais ls. Et là, vous voyez que j'ai bien mon dossier, my first project, qui est là. Donc je vais rentrer dans ce dossier. Pour rentrer dans le dossier, c'est la commande cd en terminal. Voilà. Et là, je vais vous montrer un petit tips. Vous remarquerez que je vais taper my et que moi, sur mon clavier, je ne vais pas taper la suite du nom du dossier. Je vais juste faire une tabulation et ça va auto-compléter le fichier. Pour bien vous illustrer ça, parce que ça c'est très pratique pour des débutants, je vais faire mkdir my tout seul. Donc là, vous voyez, je fais ls. Je liste bien, j'ai bien mes deux dossiers, my et my project directory. Si je veux rentrer dans un des deux et que je fais un m, vous voyez, si j'appuie 2 fois sur la tabulation, il me demande quel dossier je dois choisir. Tout simplement parce que les deux dossiers commencent par les mêmes lettres. Donc là, il ne peut pas faire l'autocomplétion. Je mets mon underscore, je rappuie sur tabulation, il fait mon autocomplétion directement. Voilà. Donc ça, c'est un... Ah oui, sur le Gmail, ah oui, j'ai fait une petite faute de frappe. Oui, bah, vous inquiétez pas, effectivement, ça n'aura aucune incidence sur le live coding, ça bloquera pas d'avoir une fake address email là. C'est pas très gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire un rmdir de mon dossier my, puisqu'il est vide, je le fais comme ça. Comme ça, je garde mon dossier propre, my first project. Donc là, je vais rentrer dedans. On est d'accord ? Je vous remontre une petite commande que vous avez déjà vue, mais si je fais pwd, alors pwd, c'est pour print working directory, donc le dossier dans lequel vous travaillez. Là, je vois bien le chemin de fichier de mon directory et je vois bien que je suis dans my first project. Et vous voyez, moi, je commence à avoir trop de choses à l'écran, ça m'agace. Je fais un petit clear et je nettoie mon écran. À partir de là, je vais initialiser un dépôt Git dans mon projet. Pour ça, vous avez une commande qui s'appelle gitinit. Je fais entrer. Et là, vous voyez que le gitinit, c'est génial, il vous donne déjà plusieurs informations. Il vous propose, si vous le souhaitez, ici,
une commande pour configurer, vous vous souvenez dans le fichier de config de départ, la branche par défaut, le nom de branche par défaut que vous voulez. Alors ça c'est une histoire qui est assez amusante, mais avant, dans Git, les branches, donc la branche c'est c'est le tronc de l'arbre principal sur lequel vous travaillez. C'est la ligne conductrice. On le verra un peu après les branches, vous inquiétez pas. Mais en gros, ces branches-là avant elles s'appelaient master. Et puis pour des raisons culturelles et d'évolution de société, beaucoup de gens n'aimaient pas ce terme master et on a voulu que ça s'appelle main comme principal. Par défaut, Git, il crée une branche master. Donc là, moi, ce que je vais faire, je veux m'adapter un peu à la société actuelle. Je vais faire cette commande. Et mon défaut de branche par défaut, je vais lui demander que ce soit main systématiquement. Syntaxe error. Ah bah oui, je suis un petit peu bête. Il faut bien entendu enlever ces choses-là. Pardon. Ah oui, je vous le précise en développement. Quand vous avez cette écriture-là, ça, il ne faut pas les taper. C'est souvent pour vous dire une appellation ou un mot ou un identifiant. Donc en fait, il faut remplacer tout cet élément par le nom que vous voulez donner à votre branche. Ce que j'ai bien fait ici, vous pouvez le voir. Et là, est-ce que vous vous souvenez de la petite commande? Je ne sais pas si je vais avoir des retours en direct, mais je vous montre un petit tips aussi. Avec les flèches du haut et du bas dans un terminal, vous pouvez remonter l'historique de vos commandes. Moi, là, j'ai une commande qui m'intéresse de retrouver, donc qui est un petit peu loin, mais c'est pas grave, d'habitude, je l'aurais retapé. C'est cette fameuse commande, git config global list, qui va me lister les paramètres de mon fichier config. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien initialisé ma branche avec le nom main par défaut. Par contre, quand j'ai fait mon git init ici, j'ai initialisé une branche sur mon repository qui s'appelle master. Pour le voir ça, vous avez une commande qui s'appelle... on peut faire un git log d'ailleurs, ça va être plus rapide parce que vous voyez, je fais git log, je vous expliquerai dans quelques minutes ce que c'est git log. Et ici, vous voyez bien que ma branche courante s'appelle master. Or, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux une branche qui s'appelle main. Et quand on vous dit dans le framework d'Alberton qu'il faut tout lire, vous voyez qu'ici, là, dans ce truc jaune, il vous donne toutes les commandes que vous pouvez faire pour changer de master à main. Ici, cette commande va me permettre de transformer ma branche master ici en branche main. Donc là, tout simplement, je mets main, je refais ma commande git log, et là, on voit bien que ma branche principale, elle s'appelle main. Là, je vais vous montrer autre chose. Alors, y a des choses qui sont peut-être un petit peu... que vous aurez peut-être besoin de revoir ou d'avoir des précisions. C'est normal, je vais un peu vite sur certaines choses. On n'a pas un temps infini pour ces live coding. Mais maintenant, je voudrais vous montrer un petit truc. Quand je fais ls ici, on voit bien qu'il ne me montre pas de dossier. Vous savez qu'on peut mettre des arguments. Je peux faire ls-a. Alors, A, c'est pour l'abréviation de all. Ça va m'afficher les fichiers cachés. Et là, vous pouvez découvrir qu'il y a un fichier caché. Donc, les fichiers cachés sous Linux, ils commencent par un point git. Et en fait, dans ce fichier, donc je peux rentrer dedans si je veux. Alors, il est caché parce qu'il ne faut pas aller modifier n'importe quoi dedans. Là, on voit bien ici que je suis bien dans My First Project, dans le sous-dossier .git qui est caché. Si je fais un ls, là, vous voyez qu'il y a plein de choses. Et vous voyez le fameux fichier config, il est là en fait. Vous voyez, il est juste indiqué là. Ça, c'est le config local, c'est pas le global. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Et donc là, vous avez plusieurs fichiers. Alors, évidemment, vous n'allez jamais là-dedans, ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer ce que le git init a créé, c'est tous ces éléments-là. Donc là, j'ai initialisé un repo. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais sortir du fichier git. Je vérifie où je suis pour être sûr que je suis au bon endroit. Hop, petite faute de frappe. Je suis bien dans My First Project. Et moi, je clear pour pas parasiter l'écran. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier readme. Voilà, on va en reparler un peu après des readme. Readme, on va essayer de ne pas faire de faute sur celui-là, c'est important. Et je vais utiliser pour ça Vim. Dedans, alors, les fichiers README, c'est des éléments assez essentiels quand on travaille avec Git et GitHub. Je vous en ferai la démonstration quand on passera sur GitHub dans une dizaine de minutes. Mais les fichiers README, il faut vous dire que donc, ça s'écrit readme.md. MD, c'est pour Markdown. Markdown, c'est un langage de programmation, enfin un langage de balise, on va dire, plutôt de scripting. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir rédiger du texte sans avoir besoin d'aller sur des icônes pour mettre du texte en gras, des titres ou des choses comme ça. Exemple concret, donc je me mets en mode insertion ici, vous pouvez le voir là. Donc là, j'ai tout simplement appuyé sur la touche I, ce qui me permet d'éditer du texte. Si je quitte le mode insertion, vous voyez ici, le mot insert n'est plus là, je ne peux plus taper de texte. Voilà, bon là, j'ai même fait n'importe quoi. Hop, voilà, je me remets comme il faut. Donc là, j'efface bien sûr ce qui est là. Et là, je vais tout simplement mettre un titre. Alors, et j'écris title pour le titre. Le petit dièse que je mets là,
Pour ceux qui ont déjà fait du HTML, c'est comme le H1. Ça permet de faire tout simplement un titre visuellement. Et je vais sauvegarder ça. Donc là, j'ai sauvegardé. Si je veux afficher le contenu de mon fichier, vous avez plusieurs commandes. Vous avez la commande less. Donc cette commande, elle va vous afficher votre readme sous forme d'une page. Et moi, je vous conseille plutôt, en tout cas quand vos codes sont très très courts, d'utiliser la commande cat. Hop, voilà. Je suis désolé, j'ai deux écrans en même temps. Et là, vous voyez que ça m'affiche le contenu de mon readme directement dans le terminal comme ça, sans rien ouvrir d'autre. C'est assez pratique. Quand vous avez peu de lignes de texte, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Et donc là, j'ai bien un fichier avec un élément à l'intérieur. L'idée maintenant, ça va être de sauvegarder l'état de ce fichier. Et là, je vais vous donner probablement pour des débutants la commande la plus importante, c'est git status. Git status, ça va vous donner le statut actuel de votre repository. Là, ici, je vois bien que je suis sur ma branche principale. Que pour l'instant, je n'ai rien qui peut être commit. Donc là, en gros, vous vous souvenez de mon exemple. Alors attendez, je vous le remontre. Hop, normalement, si je fais ça... Hop, excusez-moi, je prends une minute, voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous revoyez le petit schéma à l'écran, s'il vous plaît? Ouais. Là, vous voyez, à l'heure actuelle, ici, tout mon fichier README, il est dans mon working directory. Il n'est pas dans ce staging area. Il n'est que ici. Donc là, l'idée pour moi, c'est que je veux sauvegarder l'état. J'ai écrit un titre, j'ai fait une modification dans mon fichier. Je veux sauvegarder cette modification. Donc là, je vais devoir faire une commande que vous avez déjà pratiquée, c'est git add. Alors je sais que sur les exercices Holberton, on vous demande de faire ça. Sachez que c'est une très mauvaise pratique. Il faut savoir que ça existe. Le git add point, je vais sélectionner tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Si j'ai 10 fichiers, ça va sélectionner les 10 fichiers. C'est une mauvaise pratique. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est mon fichier README, le mettre dans le stage directement. Donc là, je fais cette commande et je refais un git status. Et là, comme vous pouvez le voir maintenant, il est passé en vert ici. Ce qui est génial avec Git, c'est que vous voyez, si vous voulez le sortir si vous voulez le unstage, c'est marqué là, il vous donne directement la commande. Vous tapez git rm-cached et le nom du fichier, et ça le remettra à l'état précédent. Donc là, si je vous remontre mon petit schéma de départ, j'essaye de jongler un peu entre les deux, maintenant il est dans cette zone-là. Donc là, j'ai sélectionné ce fichier README pour être sauvegardé dans le local repository. Donc là, je vais le faire maintenant. Donc c'est des commandes que vous avez déjà vues normalement pour ceux qui sont arrivés au projet Git. Je vais faire donc un git commit. Je vais mettre "-m". "-m", c'est tout simplement pour message, donc commit message. Et là, je vais écrire un message. Et là, je vais écrire un message compréhensible, lisible et complet. Donc creating readme, on va essayer de ne pas faire de faute, .mdfile with a title. Mon commit, il est parfaitement descriptif. Je dis que je crée un fichier readme.md dans lequel j'ai un title. Et je fais entrer. Et là, vous voyez qu'il a bien indiqué qu'il y a un fichier qui a changé et qu'il a fait une insertion de fichier. Si je refais mon git status, très logiquement, je n'ai plus rien. Puisque maintenant, j'ai basculé mon fichier readme dans la troisième zone qui est le local repository ici. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire un petit exercice rapidement. C'est que je vais modifier mon fichier README tout de suite. Je voulais le faire un peu après, mais je vais le faire maintenant. Donc dans mon fichier README, donc, je vous rappelle, on passe en mode insert. Vous l'avez en bas à gauche ici. Ah, vous voyez plus mon écran, mince. Oh là là, décidément, je suis vraiment pas doué. Je me suis gouré de trucs. C'est bon, vous voyez mon écran tous là? Ok, parfait. Donc là, je suis sous Vim. Donc je repasse en mode insert avec le bouton I. Et je vais mettre un sous-titre. Pour mettre un sous-titre, je mets tout simplement 2 dièses. Et je vais écrire subtitles. Vous comprendrez un peu l'utilité de ces choses-là un petit peu plus tard. Retenez bien juste ce truc-là. Et je sauvegarde. Et donc là, je vais refaire la procédure. Moi, j'aime bien refaire de temps en temps des git status. Voilà, comme ça, je vois bien que mon fichier README a été à nouveau modifié ici.
Je vais donc refaire un git add, et on se souvient, on ne met pas de points, on écrit le nom du fichier. S'il y a 3 fichiers, ben vous allez écrire le nom des 3 autres fichiers ou des 4 ou 5 autres fichiers derrière, et ça fera le total. Si vous avez 40 fichiers, évidemment, ben là vous réfléchissez un peu à votre organisation, mais le git add point peut être pratique à condition que vous n'ajoutiez pas avec le git add point des fichiers que vous ne voulez pas commit. Donc là, git add readme. Je recommence avec le git status. Alors, les git status, là, je les fais pour l'illustration. Évidemment qu'à terme, vous les ferez beaucoup moins. Et là, on voit bien que je suis en vert. Je peux donc faire mon git commit-m et je vais écrire adding a subtitle to the readme.md file. Vous voyez? Et là, j'ai ce message de commit. Je fais entrer, je vois que ça a bien fonctionné. Je refais un petit git status, toujours pareil, c'est pour vous illustrer et puis vous remémorer vraiment les commandes. Et on voit bien que là, je suis toujours sur ma branche principale et que je n'ai plus rien à commit. Là, je vais vous faire un petit clear. Parce qu'on va passer à une autre étape. Je vous remets ça pour le principe, mais on ne va pas rester longtemps dessus. On va voir un peu comment visualiser l'historique des commits et comment naviguer dans ces commits. C'est pour ça que j'en ai fait 2. Donc je remasque ça, on n'en a pas besoin, on reste sur du code. Là, je vais vous montrer une autre commande qui est très importante, c'est git log. Je vous rappelle, hein, si vous avez des trous de mémoire sur les commandes, ce n'est pas grave. Si vous ne les connaissez pas toutes par cœur maintenant, ce n'est pas grave. Les cheat sheets sont là pour ça, et de toute façon, à force de les taper, au bout d'un moment, vous vous en souviendrez. Donc là, quand je fais git log ici, eh ben, apparaît l'historique de mes sauvegardes. Donc ça, en gros, pour vous donner une visualisation, c'est un peu comme si ici, vous aviez un premier fichier readme dans lequel je n'ai que mon title de base. Vous voyez ici, là, on voit le message de commit. Et comme si vous aviez un deuxième fichier dans lequel vous avez le subtitle. Vous voyez ici, subtitle, title, voilà. Lorsque vous regardez un git log, vous avez plusieurs informations qui sont importantes. Cette première information, c'est l'ID de votre commit. C'est l'identifiant unique, c'est l'adresse, en quelque sorte, de ce commit, de cette sauvegarde-là. Vous avez un rappel de qui a fait le commit. Donc vous vous souvenez là, c'est pourquoi on a dû configurer au départ. Parce que quand vous faites un commit, non seulement ça génère un ID unique, mais ça récupère dans votre fichier de configuration votre pseudo et l'adresse mail que vous avez renseignée. Et évidemment, tout ça est horodaté. C'est indispensable. Et vous voyez que là, de façon très intéressante, vous avez le message de votre commit. Imaginez demain, vous avez 200 commits sur un projet. Je pense que vous comprenez l'intérêt d'avoir fait des messages clairs, compréhensibles pour tous. Parce que ça vous permet de savoir ce que vous avez fait et quand vous pouvez revenir. Là, on est d'accord que si je fais un cat du fichier readme.md, dedans, on a bien mon title et mon subtitle. Mais moi, finalement, mon subtitle, j'en veux pas. Il ne m'intéresse pas. Je me suis trompé. C'est une modification de mon fichier que je ne veux pas conserver. J'ai envie de revenir à mon état d'avant, quand j'avais juste créé mon fichier avec mon title. Je vous rappelle que là, pour l'instant, je refais juste un petit rappel, on est en local. On ne travaille absolument pas sur GitHub. Tout ce que vous faites est sur votre ordinateur. Si vous supprimez les fichiers de votre ordinateur, vous le perdez à l'heure actuelle. Alors, je précise bien ça. Je crois que je ne l'avais pas dit avant. Là, je vais vous montrer une nouvelle commande qui est git checkout. Et en fait, je vais copier l'ID unique ici du commit sur lequel je veux retourner. Donc, on est d'accord, moi, je veux supprimer ça. Et je vais le coller ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Bon, là, je vais pas vous... Ça, pour l'instant, vous en foutez un peu. Si ça vous intéresse de le lire, vous n'hésitez pas. Mais on voit bien que ici, ma head, donc la head, c'est un endroit qui pointe sur ma branche principale. Ce qui me dit, c'est que ce pointeur head, vous voyez, qui est sur ce commit-là, il est bien passé sur le commit ayant cet ID et cette adresse-là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite puisque je vais vous faire un git log. Et vous voyez que dans mon git log, vous voyez ici, j'avais 2 zones jaunes. Là, je n'en ai plus qu'une seule. Et si alors, je vais vous faire un petit clear juste pour nettoyer, pour que ce soit plus visible. Si je fais un cat... excusez-moi, je vais aller les chercher plutôt, j'irai plus vite. Readme, vous voyez que mon subtitle n'existe plus. Je suis revenu en arrière dans mon fichier. Ce qui est génial avec Git, c'est que finalement, imaginons en fait mon subtitle, je suis un peu con de l'avoir supprimé. D'ailleurs là, je ne l'ai pas supprimé. Je suis juste revenu en arrière d'un commit. Si je veux revenir sur mon commit de base, je peux le faire très simplement. Je fais git
checkout et j'indique le nom de ma branche principale. Vous vous souvenez pourquoi je l'ai modifié en main par rapport à master? C'est parce que c'est important de savoir comment s'appelle votre branche parce que ça vous permet de revenir dessus. Donc là, je fais git checkout main. Donc là, il me dit bien qu'il est revenu sur la branche principale. Si je fais un git log, j'ai bien récupéré mes 2 modifications. Si je fais un cat du readme ici, je vois bien que mon subtitle est revenu. Donc vous voyez, vous pouvez naviguer dans vos commits comme ça. Alors je sais que même avec le live coding comme ça peut encore paraître un petit peu obscur et que tout peut être un peu confus. Mais sachez que Git, globalement, il faut le pratiquer, il faut vous entraîner, il faut faire des bêtises, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on fait travailler sur des sandbox et avec des projets qui n'ont encore pas d'aboutissement. En tout cas, on fait travailler les gens qui débutent. Mais gardez en tête, en gros, attendez, je récupère ma souris. Tac. Gardez en tête que vous avez 3 états. Vous voyez, là, on est bien sur le projet local. On est bien en local sur votre ordinateur. Vous avez un dossier de travail. Vous avez un endroit où vous allez dire, imaginons que vous avez 10 fichiers dans vos dossiers de travail. Vous en avez modifié qu'un. Vous allez mettre ce fichier que vous avez modifié de côté dans le staging area. Et c'est ce fichier-là que vous allez sauvegarder. Les autres n'auront pas besoin d'être sauvegardés, ils n'ont pas été modifiés. C'est vraiment ces 3 états et ce petit schéma qu'il faut garder en tête. Vraiment cette partie-là pour l'instant. Est-ce que j'avais noté d'autres choses qu'on pouvait voir? Alors attendez, je vais retourner sur mes petites notes. Si, un petit truc qui est sympa, ça c'est un petit tips Fabien. Vous pouvez aussi taper git log et vous pouvez ajouter one line derrière comme ça. Et en fait, ça vous affiche ce petit raccourci avec simplement le message du commit, l'endroit où vous êtes dans vos commits, donc là vous voyez je suis sur la head, et un raccourci de l'ID. Voilà. Ah mince, oui, je suis un peu con, pardon. Attendez, on me dit qu'on voit pas mon terminal. Hop, voilà, excusez-moi. Pardon, sorry. Voilà, je suis vieux, j'ai 40 ans, je suis pas un streamer, je suis vraiment désolé. Pardon, je reviens donc sur le truc principal. Vous pouvez le voir là, ici, que j'ai fait git log one line et ça vous permet d'avoir, là sur 2 lignes, c'est pas très parlant, mais imaginez encore une fois que vous avez 50 commits, ça vous permet de les lister de façon plus courte que ce gros bloc là qu'il y a ici. Je vous ouvrirai peut-être un repo à moi pour vous montrer un repo où il y a pas mal de commits, ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut donner. Il y avait ça. Donc du coup, tac, ça on a fait. Je sais pas, je vais le tester ça pour voir est-ce qu'on le voit là. Non, pour l'instant il n'y a pas de modif. Je vais remodifier encore mon readme là. Je vais lui rajouter, hop, un subtitles. Je sais que ça veut rien dire, mais je trouve ça rigolo. Hop, je sauvegarde. Donc là, toujours mon petit git status. On est bien d'accord que mon readme, il est pas stage. Je vais faire juste un git add de ce readme. Et là, normalement, si je me souviens bien, non, c'est toujours pas là. Il faut que je le commit quand même. Git commit-m. Je ne suis pas fainéant, je remarque un nouveau message de commit clair, adding subtitles to the readme.md file. Voilà. Et normalement, là, je peux faire un git diff. Non, toujours pas. Alors pourquoi je peux pas faire le git diff? Tac. Parce que je suis un petit peu bête, excusez-moi. Il fallait pas que je fasse d'add. Je suis désolé. Il y a un peu d'impro dans ce. Hop, on va continuer à faire des sous-titres. On peut y aller jusqu'à 6. Donc. Subtitles. Normalement. J'aimerais bien vous le montrer. Ah voilà, le git diff est intéressant. Alors, on fait un petit clear pour que tout le monde voit bien. Donc là, vous voyez, j'ai modifié mon fichier readme une énième fois. La commande git diff, elle vous permet de voir ce qui a été modifié entre 2 commits qui ne sont pas enregistrés. On est bien d'accord que ça, c'était l'état de mon fichier avant que je rajoute ça. Et vous voyez qu'ici, j'ai rajouté une ligne vide et une ligne de subtitles ici. Voilà, ça vous permet de comparer l'état de vos fichiers. Je voulais vous le montrer aussi, c'est une petite commande qui n'est pas très connue, mais qui est assez utile. Voilà, on le met là-dessus. Par contre, du coup, bien évidemment, je n'oublie pas de faire un git add
du readme pour sauvegarder cette modification. Un git commit-m et je continue avec mes adding, on s'en fiche, adding sub et je dois être à 3 sub titles to the readme.md file, voilà. Et donc là maintenant quand je fais un git log, c'est sympa, je commence à avoir pas mal de commits. Et c'est là où vous allez voir que le git log OneLine est pratique. Vous voyez, c'est un peu plus clair pour suivre l'avancée d'un projet, de le voir comme ça. Voilà, ça c'est les petits tips. Je pense qu'on est pas mal sur les bases de Git en local. Il n'y a pas grand chose de plus à connaître que ça. C'est savoir que vous faites plusieurs sauvegardes. Donc là, comme je vous rappelais, hein, imaginons là, je fais un Git. Donc d'abord, attendez, je vais vous clear pour que tout soit propre. Là, je vous affiche le contenu de mon fichier README à l'état actuel des choses. On est d'accord, j'ai un title, un subtitles, un sub-subtitles, un sub-sub-subtitles. Ok, on est bon. Je fais un git log. Je vais copier l'ID de ce commit ici. Je vais faire la commande git checkout. Le checkout en anglais, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Le checkout, par exemple, quand vous allez que vous donnez un billet de cinéma et qu'il le déchire, c'est un checkout, c'est un check en sortie, en gros. Et donc là, je colle ça. Et ici, donc je refais un clear pour nettoyer un peu l'écran. Si je vous affiche le contenu de mon readme et que je ne me suis pas gouré, vous voyez que je suis revenu à mon point de départ. Vraiment à mon point de départ. Donc toutes les modifications que j'avais faites, je suis revenu en arrière. Je peux remodifier mon readme à ce point-là. Évidemment, moi je ne veux pas, je veux garder tout mon travail. Donc je retourne sur ma branche principale. Voilà. Et là, quand je fais un cat readme.md, vous voyez que je suis bien revenu là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire exactement l'exercice que je suis en train de faire. Vous vous créez un repository, vous vous occupez même pas de GitHub, vous faites un git init pour l'initialiser, et vous faites des manipulations avec un seul fichier pour l'instant. Vous revenez en arrière, vous repartez. Imaginons, moi, vous voyez, celui-là au début, je n'avais pas prévu de le faire. Je ne veux pas de cette modification et je ne veux pas la garder dans mon historique. Donc là, je vais faire un git log. Je vais prendre, on est d'accord, moi c'est celui-là que je veux supprimer. Je veux plus du tout qu'il existe celui-là. Je vais prendre cette petite chose-là. Je vais faire un git reset. Alors attention, il existe deux mots-clés ici. Il existe hard et soft, donc git reset, vous voyez. Un hard va totalement supprimer ça. Ça veut dire que quand vous utilisez le mot-clé hard, vous perdez des informations. Donc faites attention quand vous l'utilisez. Et là, je mets mon message de commit. Et vous voyez qu'ici, je suis bien revenu au commit d'avant. Je me permets, je vous renettoie un peu l'écran pour que vous y voyez clair. Vous me dites si je nettoie trop mon écran dans le chat, parce que c'est possible des fois que vous ayez envie de voir un peu plus longtemps l'historique. N'hésitez pas à me le dire. Et là, si je fais un git log, on voit bien que ma head ici, elle est placée sur ce commit-là. Et maintenant, quand je fais mon cat pour regarder mon readme, vous voyez bien que je n'ai plus mon subtitles et je n'ai plus moyen de le récupérer. Il est perdu, il est supprimé. Donc vous voyez, vous pouvez revenir en arrière et supprimer des modifications. Exemple concret dans lequel ça peut arriver. Vous avez développé une page web pour un client. Vous lui avez fait, tout le monde voit une page web, tout le monde voit une navigation bar, je pense, vous savez, le menu qui est en haut, avec la nav et tout ça. Et j'ai fait une navigation bar horizontale. J'ai une réunion avec mon client, je lui montre mon travail et il me dit je déteste votre navigation bar horizontale, elle est dégueulasse. J'en veux une verticale. Ok, très bien. Vous décidez de faire, on va le voir dans quelques minutes, une nouvelle branche, mais vous décidez de faire un menu, du coup, vous transformez votre menu horizontal en menu vertical, sans faire de branche, justement. Et là, vous lui remontrez et votre client, il vous dit, finalement, votre menu horizontal, il est dégueulasse. Je préférais votre menu vertical, pardon, il est dégueulasse, je préférais le horizontal. Et vous pouvez revenir en arrière et supprimer le travail que vous avez fait. Je ne sais pas si j'ai été très très clair dans mon explication, mais en gros, si un client vous demande une modification, vous pouvez revenir en arrière et supprimer quelque chose que vous avez fait. C'est vraiment l'usage de Git. Avant qu'il y ait Git, vous auriez dû faire des copies de fichiers, de fichiers, de fichiers, de fichiers, pour garder des traces de toutes vos modifications. C'est vraiment un outil très pratique. Bon, j'espère que c'était le plus clair possible. C'est pas toujours facile à expliquer comme ça en distanciel sans avoir beaucoup de retours. Ce que je vous propose, c'est on avance un petit peu. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Normalement, vous devez avoir gestion des branches à l'écran. Les branches, c'est vraiment un concept clé de Git. Ça vous permet de développer des fonctionnalités
sans avoir à modifier votre code principal. Alors je vous ai fait un petit schéma que j'ai trouvé sur internet, je l'ai refait un peu à ma sauce, mais en gros, vous voyez un peu que votre branche main, bah, c'est une ligne de vie comme ça. Sur cette branche main, chaque rond, c'est un commit différent. Donc vous avez sauvegardé l'état d'avancée d'un travail. Parallèlement à ça, à partir de la version 0. Alors attendez, tac tac tac. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne suis pas sûr que vous voyez ma souris. Tac. Est-ce que vous voyez ma souris sur le chat là? Ouais. Ok. Là, je suis à cette version-là. Moi, ici, j'ai créé une nouvelle branche que j'ai appelée Develop. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne travaille sur ma branche principale. Quand je développe mon application, mon site internet, mon IA, tout ce que vous voulez, on s'en fout, je la développe sur une branche à part. Et je ne fusionne mon travail sur la branche principale que quand mon travail est parfaitement propre et fonctionnel ici. Ça me permet d'avoir en permanence une espèce de ligne de vie que je ne modifie pas, ou que je ne modifie qu'à des étapes clés du développement. Donc vous voyez là, j'ai fait exprès de mettre des versions 0.1, version 0.2, version 1.0. Je ne modifie vraiment ces versions que lorsque je suis sûr que ce commit ici, il est parfait et que je l'ai validé soit avec le reste de mon équipe, soit avec mon client, soit avec mes tests. Enfin, il y a plein de manières de valider, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Et vous voyez qu'on peut développer des branches à partir d'autres branches. Ici, là, j'avais décidé de développer une feature que je n'ai pas mise en production. C'est-à-dire que cette feature, elle est existante sur une branche. Voilà. Je reprends mon exemple de site. J'ai fait mon menu horizontal. Maintenant, j'ai envie de faire ma première section About où je me présente en tant que développeur pour un portfolio, par exemple. Bah, en fait, cette section, je l'ai travaillée là, mais pour l'instant, à aucun moment, je ne l'ai mise en développement et encore moins dans mon produit fini. Par contre, elle est existante. Je peux aller la chercher sur cette branche et si un jour je veux, j'ai juste à la fusionner, ce qu'on appelle merge dans le langage de Git ici, pour la récupérer sur ma branche de développement ici et l'intégrer à mon projet final. Alors je ne sais pas si la gymnastique est très aisée, mais dites-vous que ça, c'est une branche sur laquelle vous ne travaillez pas. Ça, c'est l'endroit où vous travaillez de base. Et ça, c'est vos différentes features que vous pouvez amener. En gros, cette flèche-là, c'est une création de branche. Cette flèche-là, c'est une merge de branche. Cette flèche-là, c'est un commit. Voilà, horizontalement, c'est des commits. Et quand on descend vers le bas, c'est une branche. Et quand on revient vers le haut, c'est un merge de branche. Ce n'est pas un concept qui est très facile à comprendre. C'est un concept qui se pratique. Et du coup, je vais vous proposer qu'on fasse quelques petits essais. Il faut que je regarde le temps aussi. Je pense qu'on va durer un peu plus d'1 heure. Parce que j'aimerais bien vous montrer des petits trucs sur GitHub. Je vais accélérer un peu. Mais j'essaye de ne pas aller trop vite non plus. Donc là, je vous masque ça. Je me permets de clear ici pour repartir au propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une branche. Pour créer une branche, c'est super simple. On fait git branche et branch name. Donc moi, ma branche, je l'appelle branch name, on s'en fiche. Pour voir ce que j'ai fait, parce que là, il ne se passe pas grand-chose, on a le mot-clé git branch ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma branche principale. Donc là, si je vous remets mon petit schéma, j'ai ça. J'ai la branche verte, main. Et disons que la développe, moi, je l'ai appelée branch name. Par contre, vous remarquerez la petite étoile ici. Pour l'instant, si je travaille, ce sera sur ma main. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux travailler sur cette branche-là. Donc là, je vais faire un git checkout branch name. Ah oui, pardon, excusez-moi, vous voyez pas mon écran. Hop, voilà. Git checkout branch name. Donc là, il me dit bien que j'ai switché sur ma branche. Et maintenant, si je fais un git branche, ici, on voit bien que ma petite étoile, elle est passée là. Et là, je vais vous montrer un truc. Vous vous souvenez que j'ai bien un readme ici. Donc là, je vais aller dans mon readme. Voilà. Et ici, on va faire un autre petit truc. Hop. Désolé, je ne vois rien non plus en Markdown. On ne va pas continuer avec les subtitles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un étoile, texte en gras. Vous comprendrez plus tard. Voilà. Et je vais sauvegarder ça. On est d'accord que là, je suis sur ma branche et j'ai modifié mon fichier readme. Si je fais un cat readme, vous voyez bien que mon texte il est en gras ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais quitter ma branche. Je vais faire git checkout. Toujours pareil, checkout c'est pour bouger et je vais retourner sur le main. Donc il me dit bien que j'ai switch sur ma branche main. Quand je fais git branche, j'ai bien confirmation que je suis sur ma branche main ici. Et là, si j'affiche le contenu de mon fichier readme,
Et c'est là où j'adorerais pouvoir avoir des questions, mais vous allez pouvoir voir que... Ah bah si, j'ai mon texte en gras. Alors là, c'est pas normal par contre. Tac, 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 tac. Hum, hum, hum. Normalement, ça devrait pas apparaître là. 4. Puisque j'ai pas fusionné encore mes branches. Ok. Désolé, je prends une seconde. Ah putain, merci, merci, merci. La personne qui nous le conseille, effectivement, j'ai oublié un truc très important. Ah, les aléas du direct. Je sais plus sur quelle branche je suis. Hop. Git branche, donc je vais retourner sur git checkout branche. Effectivement. Name. Git add readme. Très joli pseudo, pédoncule jonky. Voilà, je ne sais pas qui tu es, mais j'aime beaucoup. Git commit -m, git commit-m, et on va mettre adding a bold text to the readme.md file. Ah, je fais une petite faute de frappe, c'est pas grave, on va corriger ça très vite. Et voilà. Parfait. Hop. Désolé les amis, je fais n'importe quoi. Voilà, donc là, ça a bien fonctionné. Vous voyez, je suis bien retourné sur ma branche main et n'apparaît pas les modifications que j'ai fait sur ma branche que j'ai appelée, je sais déjà plus, hop, que j'ai appelée branche name. Donc là, je suis sur ma branche main, mais moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer les modifications que j'ai fait sur cette branche sur ma branche principale. Puisque c'est le but, c'est de fusionner tout ça. Donc là, en gros, si je vous remonte mon petit schéma que j'avais fait ici, moi, je suis arrivé à cette étape-là. Alors attendez, je vais vous remontrer pour que vous voyez ma souris. Je suis à cette étape-là. Et moi, j'ai envie d'arriver à cette étape-là. Je veux fusionner mes branches. Donc je vous remasque, hop, les petites choses ici. Et donc là, tac, 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 je vais tout simplement faire un merge. Et donc je vais taper git merge, M-E-R-G-E, et branche name. Alors sachez que je fais exprès de taper le plus possible, de ne pas utiliser trop de raccourcis clavier pour naviguer, pour aller, pour que ce soit le plus clair possible. Évidemment, il y a plein de raccourcis. Par exemple, vous voyez là, je peux aller au début, à la fin, directement d'une ligne de commande. Je peux passer les mots un par un. Enfin, il y a plein de raccourcis comme ça. Vous les découvrirez par vous-même. Je ne veux pas non plus tout vous donner. Donc là, je merge ma branche. Il me dit qu'ici, tout s'est bien passé. Et donc là, je vais réafficher mon cadre readme et mon... Ah d'ailleurs, j'avais fait une grosse faute de frappe ici. J'avais mis test en gras, on s'en fiche. Et bien arrivé là. Voilà, donc les branches, je pense que c'est une des fonctionnalités qui demande le plus d'attention. Sachant que là, en plus, je fais des branches en solo. Il y a Pierre qui se moque de moi pour mes fautes de frappe sur le chat. Merci Pierre, je t'ai reconnu même avec ce pseudo-là. Pierre qui était quelqu'un qui était dans ma cohorte pour donner du sens à ceux qui sont un peu extérieurs à la private joke. Donc il est venu exprès pour me taquiner sur le live. Donc du coup je reviens. Voilà. Les branches c'est quelque chose qui est un peu dur à comprendre. Sur les projets Holberton, vous avez le lien d'un site qui est top pour s'entraîner aux branches. Je vous le renverrai sur le canal des C25, mais vous l'avez directement dans le projet Git et GitHub. La plus grosse difficulté des branches, c'est quand vous allez travailler en équipe. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le voir. On refera peut-être un live là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien vous parler un peu de GitHub, parce qu'en vrai, ça, c'est des choses que vous devez pratiquer. Il n'y a pas de secret sur la manipulation de Git en local. Et de toute façon, autant vous dire que dans le mois à venir, vous allez faire des Git add, des Git commit, des Git push, vous allez en faire tous les jours. Donc vous serez très vite très à l'aise avec ça. N'ayez aucune inquiétude s'il y a des choses qui sont un peu floues, ça n'est pas grave, c'est normal.
Ça demande un peu de temps. Donc maintenant, moi, je vous propose vraiment qu'on passe à GitHub. Le temps nous presse un petit peu. Bon, on va dépasser. Hop, pardon. Ici, je vous ai remis un petit schéma. Donc, je vulgarise un petit peu. Vous vous souvenez, ce schéma-là, je l'ai refait un peu plus simple. Vous avez votre working directory. Vous mettez en stage ce que vous voulez mettre dans votre repository final. Là, on est toujours dans le dépôt local. Attendez, je vous remets ma souris pour que ce soit un peu plus clair. Et évidemment, vous pouvez envoyer des choses sur GitHub. J'ai mis un petit nuage pour simuler le cloud. Alors, ce schéma, je ne vous dirai pas où je l'ai piqué. Git Push Force, je ne veux jamais voir ça, les gens. Git Push Force, c'est que vous avez mal fait quelque chose. Il faut faire très attention avec cette commande. Voilà, donc je compte sur vous pour... si vous arrivez... Oui, bah oui, sur une rebase, ouais. Ouais, on est d'accord. Sur une rebase. Mais sache que moi, des Git Push Force, dans mon travail quotidien, j'en fais jamais. Donc, écoute, après, ça c'est chacun qui voit, mais il faut faire attention, parce que quand vous faites un Git Push, déjà, on n'a même pas vu le Git Push encore, Pédoncule Jonky, tu vas un petit peu vite. Tu donnes des tips aux gens, alors qu'on n'en a même pas encore parlé, on va aller un peu plus doucement. Donc je reviens ici, donc vous pouvez envoyer des choses, c'est effectivement le Git Push ici. Et pour récupérer les informations, c'est un Git pull ici. Donc ça, je vais passer rapidement. Ce que je vais vous proposer, moi, je regarde juste mes petites notes. Où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Ouais. Pour l'instant, ce schéma, hop, je vous le masque, je vous en parle juste après. Là, on est d'accord que moi, j'ai travaillé que en local. Maintenant, je voudrais travailler avec GitHub. Alors, où est-ce qu'il est par contre? Voilà, et si je fais ça normalement... Alors mon GitHub est parti, ça c'est embêtant. Laissez-moi une seconde, je vous le repartage dans mes captures. Voilà, désolé encore pour le temps. Safari. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon GitHub à l'écran là? Ok, parfait. Donc GitHub, ça se présente comme ça. Ça, c'est une page d'accueil. Tout ce que vous voyez écrit là, tout le truc où il y a toutes les infos, ça c'est un README. Ça sert à ça les README qu'on vous fait faire. Ça vous permet, là vous avez un README sur votre page d'accueil, mais mettons, donc, vous voyez ici j'ai mes repositories, donc mes dossiers de travail. Tenez, ça j'ai fait ça dernièrement, on s'en fout de ce que c'est, ça n'a aucune importance. Mais vous voyez ici j'ai un README qui va décrire tout le travail que j'ai fait. Dans mon README, je vais avoir une description, je vais avoir des objectifs de travail, je vais mettre les technologies que j'utilise, je vais décrire ce que chaque fichier contient, je vais surtout expliquer comment on installe le travail que j'ai fait, est-ce qu'on peut le tester en ligne ou pas, mes envies futures dans mon travail, qu'est-ce que je vais y intégrer, et vous pouvez y mettre des thanks. Vous aurez probablement pas le temps de faire des readme aussi détaillés pour tous vos projets que vous allez faire sur Alberton. Je pense que là, je dois en avoir aussi normalement. Vous voyez là par exemple, je ne l'ai pas fait encore. J'ai juste mis un titre, voilà, et le logo Alberton pour faire joli. Mais par contre, si vous allez dans des choses qui demandent de l'information, vous aurez. C'est vachement important parce que des recruteurs peuvent aller sur votre GitHub et donc peuvent tomber là-dessus. Donc le readme c'est important. Maintenant, aujourd'hui, on est d'accord que tout ce que j'ai fait en local... Alors attendez, il faut que j'arrête de faire comme ça. Je suis trop habitué au Mac. Non, vous voyez pas mon écran. Si je fais ça, d'ailleurs, j'avais vu que j'avais caché ma tête. Super. Hop, voilà. Tout ce que j'ai fait ici, pour l'instant, ça n'est pas sur GitHub. Alors, il y a une commande qui permet d'envoyer directement dans GitHub. Ça, vous ne l'avez pas vu dans les projets Alberton. C'est une commande qui est git add origin. Et là, vous devez taper l'adresse du repository que vous allez créer. Donc en gros, l'adresse du dossier cloud sur GitHub que vous allez utiliser. Donc la première étape, c'est déjà de créer ce dossier. Ce qu'on va faire ensemble. Hop, je suis désolé, je m'embrouille dans mes fenêtres. Voilà, là normalement, vous devez voir ma fenêtre de GitHub, on est d'accord, hein? Donc ici, on va créer un nouveau repository. Et ce repository, je vais faire attention à bien l'appeler du même nom que mon projet. Alors laissez-moi une seconde parce que j'ai déjà oublié, c'est live coding comme ça. Voilà. On va essayer de faire ça proprement. Donc là, je crée un nouveau repository ici. Donc ça, c'est assez simple. Vous mettez le nom de votre repo. Vous l'avez déjà fait sur les projets Alberton et on crée le repository.
Pour l'instant, chez Holberton, vous n'utilisez rien de tout ce qu'il y a là. Nous, on vous demande de tout faire en manuel. Vous voyez qu'ici, vous pouvez déjà rajouter un README si vous avez envie. Vous ne le faites jamais. Vous devez faire vos README vous-même et les adds et les commits. C'est pour vous entraîner, hein. Ça n'a valeur que de ça, hein. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Et ici, vous voyez que l'adresse de mon projet Git, il est là. C'est là où j'aurais aimé vous poser la question. Mais d'après vous, si je fais juste... tenez, déjà, je vais me remettre ma tête. Bon, même si ma tête n'est pas très importante, on est d'accord, hein. Si ma commande, je la valide comme ça, est-ce que dans le chat, quelqu'un peut me dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir accéder à mon repo comme ça en distance? Ouais, il va me manquer une clé d'accès. Parce que là, en fait, si je valide, alors je vais vous dire ça et à tous les coups, ça va marcher. Vous voyez ici, fatal, là, il y a un problème. Exactement, il y a une sécu SSH, c'est tout à fait ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un token. Donc pour créer un token, on va aller dans Settings ici. On va aller... ah non, pardon, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Il faut que vous cliquiez sur votre petite tête ici et que vous alliez dans les settings qui sont là. Ça, c'est les settings générales de GitHub. Et on va aller dans Developer Settings ici. Ah, mais mince, on voit encore mon terminal. Oh là 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 là. Putain. Voilà, c'est un métier, hein, streamer. Hein. C'est là où on s'en rend compte. Hein. Bah, c'est clairement pas le mien, les gars. Hein. Donc, je vous remontre. Je clique sur ma petite tête ici, enfin votre icône à vous, Settings. Vous descendez tout en bas ici, vous avez Developer Settings. Dans Developer Settings, vous allez pouvoir créer un Personal Access Token. Nous, on va utiliser ça chez Holberton. Donc, on va en créer un. Alors, moi, je crée les classiques parce que les autres, je ne les maîtrise pas, donc je préfère utiliser celui-là. Je crois qu'Holberton, il vous demande d'utiliser celui-là, mais ça marche très très bien. Là, vous voyez que j'ai mon ancien token Holberton. Évidemment, il est complètement masqué, vous ne le voyez pas. Là, on va en générer un nouveau, un classique. Hop, normalement, vous ne verrez pas mon password à l'écran, ça me va très bien. Et donc, quand vous arrivez sur cette page pour créer votre token, première chose, vu que vous allez utiliser globalement le même chez Holberton et que le but, on n'est pas dans la sécurisation de vos projets, vous allez mettre no expiration. Ça va vous éviter... Oui, il manque remote... non, dans la commande... oui, guide remote add, excuse-moi, je l'ai oublié. Je vais le corriger après. Donc, arrivé ici, moi, je mets une note. Donc là, moi, je vais mettre live coding. Voilà, je vais mettre live coding. Je ne mets pas d'expiration. Et moi, je vous conseille... Pour ce token particulier, vous activez tout. Tout ce qu'il y a là. Vous cochez tout. Comme ça, vous vous donnez les droits d'accès totaux à votre repository. Voilà. 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 Hop, hop. Je suis désolé, c'est un peu long. Et on va créer un token. Par contre, vous m'en voulez pas, mais pour... hop, je me remets en caméra. Je vais juste masquer le temps de valider le token. Voilà, pour pas qu'il y ait un petit malin qui fasse un copier-coller. Mais là, ça vous affiche un espèce de long code, donc ce qu'on appelle un token en l'occurrence, qui commence par GHP. Ça, vous le copiez-collez et il faut que vous le sauvegardiez. Parce que vous ne pourrez pas le retrouver. Si vous voulez le revoir, vous serez obligé comment ça s'appelle, de le régénérer. Donc vous le copiez bien et vous le gardiez bien précieusement. Et là, moi, je reviens en arrière pour pas qu'on puisse le voir. Repository. Je me permets, je vais le copier dans une petite note très rapidement en attendant pour en avoir besoin. Bon, il est déjà 16h, on va faire vite pour la fin. Du coup, je reviens. Je vous remasque mon schéma. Hop, la présentation. Et je me remets sur le terminal. Terminal qui n'est pas le bon, super. Je ferai pas carrière dans le streaming, hein, je vous le redis, mais c'est clairement pas mon truc. Donc là, on clear, on refait la commande comme il faut, parce qu'effectivement, j'avais oublié le git remote add origin, et je colle ça. Et là, non, je colle pas ça. Ah ouais, de toute façon, vous allez le voir, je suis un peu con d'avoir voulu le masquer, vous allez voir. C'est pas grave, de toute façon, je vais le supprimer dans 2 minutes. Hein. Hop, j'ai juste besoin de 2 choses. Alors, je l'ai bien collé là. Oui. Tac. Tac. Donc là, je colle l'adresse de mon repository. Et je viens glisser mon
token ici avec un arrobase et je fais entrer. Et là, il ne me met pas de message d'erreur. Ok, c'est cool. Maintenant, on va quand même aller vérifier que ça a fait quelque chose. Eh ben non, parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Là, il faut qu'on push notre modification. Donc là, on va faire git push-u origin main. Et là, vous voyez qu'il est en train d'envoyer des éléments. Alors cette méthode, elle est beaucoup plus compliquée que celle que vous avez vue chez Holberton. Je vais la refaire, celle d'Holberton, dans 2 minutes. Je pense qu'on va finir entre 16h15 et 16h30. On aura fait 1h30. Ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que c'est important de bien le voir. Mais là, vous voyez que j'ai bien envoyé des informations sur mon GitHub. Donc je réaffiche mon GitHub. Hop, voilà. Alors attendez, de mon côté, je me l'affiche aussi. Et là, j'actualise. Et normalement, vous voyez que mon README, il a bien été upload ici. Et vous voyez, oh surprise, vous vous souvenez de ce que j'avais tapé, le title, le sub-subtitle et le texte en gras. On voit bien qu'ils ont une indentation différente. Si je clique sur le petit crayon ici, je peux voir mon code. Et là, vous voyez bien que c'est bien ce que j'ai rédigé et ce que j'ai travaillé qui est arrivé sur GitHub. Et que maintenant, c'est sauvegardé et que c'est mis en ligne. On va faire très rapidement, toujours pour faire les choses bien. Ici, je vais faire une modification avec Vim sur le README. Je vais rajouter Jojo Lastico. Alors, on va éviter de faire... Voilà, s'il y en a qui regardent Camelot, vous aurez la ref. Voilà, donc là, je sauvegarde bien. Je peux faire un git status pour voir où ça en est, il n'y a pas de souci. Je fais un git add. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de points, on note bien le readme. Je fais un git commit pour commit ma modification, -m. Et comme j'aime bien rigoler, je mets adding Jojo Lastico to the readme.md file. Voilà. Et ici, je vais faire un git push. En faisant git push, je vais pousser mes modifications vers GitHub. On voit que là, tout ça marche très bien. Je vous réaffiche mon GitHub. Voilà, j'actualise. Et évidemment, Jojo Lastico apparaît ici. Donc là, ça s'est bien actualisé ici. Là, vous voyez, il y a un petit onglet ici où c'est marqué 5 commits. Si je clique dessus, vous pouvez voir l'historique de vos commits. Et demain, quand vous aurez des gros projets, je vais vous en montrer, enfin un gros projet, non, c'est pas un gros projet, mais quand vous aurez des projets que vous voulez suivre, je prends le premier qui vient. Là, il y a 26 commits. Ici, si vous avez envie, vous pouvez suivre tout le travail que j'ai fait au fur et à mesure. Parce que j'ai été rigoureux dans mes messages de commit. Que j'ai pas marqué n'importe quoi. Là, si je vous mets creating the point counting function, quand je clique dessus, je vais voir apparaître des modifications. Et ici, je vois bien que j'ai ma fonction update score. C'est la fonction que j'ai créée pour mettre à jour le score. Et ça correspond au commit que j'ai fait. Et donc là, vous pouvez remonter dans le temps l'intégralité de mon travail. Et si un jour, moi, je veux faire une modif ou que je veux supprimer celui-là parce que cette update de readme ne me plaisait pas, je peux. Parce que tout est clair, tout est lisible. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est de la rigueur. Un développeur, ça demande d'être rigoureux. Je ne vous dis pas que moi, je fais tout parfaitement. Je pense que si je vais voir mes premiers commits, ils ne seront pas folichons. Mais en tout cas, c'est important de prendre cette habitude. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise dès le début. J'aurais gagné du temps sur plein de choses. Voilà un peu pour ces bases-là. Il y a d'autres choses que j'aurais voulu avoir le temps de voir avec vous. Peut-être qu'on refera un meilleur live coding. Là, c'était mon premier. J'en ferai peut-être un plus structuré. J'aurais voulu vous expliquer ce qu'il y a à l'écran ici, ce que c'est qu'un pull request, mais vous aurez l'occasion de le voir plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour le travail en équipe. En gros, je vous le dis très très rapide. Alors attendez, je regarde juste si j'ai rien oublié. Non, on a vu pas mal de trucs. Je vous montrerai un dernier truc dans les 10 dernières minutes. Mais ici, quand vous avez créé une branche, vous êtes à 2 personnes à travailler sur cette branche. Vous avez fait une modification, vous la mettez sur GitHub et vous pouvez demander une pull request. Et vous avez votre collaborateur qui va aller vérifier votre code. Et si votre code vous convient, lui, il va la valider et vous allez pouvoir la merge sur la branche principale. Ah là 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 là, et ça vanne dans le chat, les gars. Est-ce que je peux faire un guide reset hard pour faire revenir mes cheveux? Non, malheureusement. Ça fait un moment que mon crâne est comme ça. Je vois que, en fait, c'est toxique ce chat de. Non, mais très, très bonne vanne. Non, ce que je voulais voir avec vous quand même avant la fin, je suis désolé si ça a été un peu confus et pour les petites gafouilles d'écran,
Maintenant, j'ai bien compris comment ça marchait. Je pense que je le ferai mieux sur un prochain. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est quelques bonnes pratiques avant de partir, parce que je trouve important. J'espère quand même que ça vous aura servi un peu. Je vais faire un dernier truc après les bonnes pratiques, hein. Je vais faire un dernier petit truc où je vais créer un repo sur le GitHub et je vais le clone en local. Comme ça, je vais vous montrer vraiment la méthode Holberton. Et on va le faire tout doucement et ce sera très bien. Mais donc, les bonnes pratiques, ben, j'ai insisté dessus. On fait des messages de commit clairs. Il faut que vous décriviez ce que vous avez fait de manière concise. Un commit où on marque update, c'est nul. On ne fait pas ça. On met fixing the bug, preventing image from loading. On marque ce que vous avez fait. Il faut faire plein de petits commits. On ne fait pas 200 lignes de code et on fait un commit. Personne ne fait ça dans le milieu professionnel. Enfin si, en plus je vous dis ça, ça arrive, mais c'est pas bien. Il faut que vous fassiez des commits courts qui décrivent une fonction. Il ne faut pas hésiter à en faire le maximum. Il faut utiliser des branches le plus judicieusement possible. Parfois vous en aurez besoin, parfois pas. Évidemment, vous restez synchronisé. Quand vous travaillez sur un repo avec quelqu'un, que vous avez dormi, que vous arrivez le matin, première chose que vous faites, c'est un git pull pour récupérer les modifications de GitHub. Évidemment, vous ne faites pas ce que j'ai fait, vous ne montrez pas sur un live un token confidentiel. Vous ne mettez pas des clés d'API, vous ne mettez pas des mots de passe dans vos messages de commit ou quand vous mettez du code sur Internet. Faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Et évidemment, ça c'est un conseil global, mais on documente toujours tout ce qu'on fait. Donc on met des commentaires dans son code, quoi qu'il arrive. Ça c'est vraiment pour le code. Voilà, ça c'était les petits tips. Ce que je vous propose avant de se quitter, c'est que je vais vous remontrer la méthode Holberton. Je vais tout simplement supprimer ce repo. Comme ça, je vous le fais en live. Donc, delete this repository. Je copie ça directement. Voilà. Ici, je le colle, je delete. Et mon repository, là, que j'avais créé, il est parti. J'en crée un nouveau. Je vais l'appeler live coding. Voilà. On crée le repository. Ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais tout de suite copier ce truc-là. C'est l'adresse du repo. Là, je vais quitter. Alors, est-ce que je suis plus doué que tout à l'heure? Ouais, c'est pas mal. Je retourne directement là-dessus. Je nettoie tout ça. Ici, je vais revenir en arrière. Vous voyez, je suis dans le dossier racine. Je vais delete le repo que j'avais fait. J'en ai plus besoin. Je le supprime. On est d'accord, je suis dans un dossier vide. Et là, je vais faire la commande git clone que vous connaissez. Ce git clone, je vais coller immédiatement ça. Non, je pense pas que je me gourre. Voilà. Et il va me falloir mon token. Petite astuce, vous voyez, vous faites ça, vous récupérez l'adresse du repo que vous avez fait sur Git, vous allez jusqu'au G ici, vous collez votre token et vous mettez un arrobase. Et là, vous clonez. Évidemment, il vous dit, attention, vous avez cloné un repository vide. Si je fais ls ici, je vois bien mon dossier live coding. Je vais dans live coding, je fais un ls-a, souvenez-vous du début, j'ai bien un dossier Git qui est dedans. Donc là, j'ai bien un repository Git. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer tout de suite un nouveau readme. readme.md. Je vais y mettre tout de suite alors je me mets en mode insertion, c'est mieux, un title. Pas besoin de le mettre en gras d'ailleurs. Voilà. Je sauvegarde. Donc là, je peux regarder mon fichier readme. Vous voyez, j'ai bien mon title qui est dedans. Si je fais mon git status, donc faites souvent des git status au début. Je vois bien que mon readme, il n'est pas stage. Donc je vais faire un git add. Et là, qu'est-ce que je mets un point, vous croyez? Non. Même si j'ai qu'un fichier, si je mets un point, ça va marcher. Ouais, non. Ah ouais, git add, c'est autre chose. C'est autre chose. Git add. readme.md. Il faut que ça arrive à moi, ce genre de choses, évidemment. Voilà. Là, je peux refaire mon git status pour bien vérifier que mon fichier est bien en vert. Il l'est. Alors, comme je vous dis, évidemment, je ne suis pas idiot. Je sais que vous ne ferez pas des git status toutes les 2 minutes comme ça. Mais au début, c'est pratique. Et là, je vais faire un git commit. On va se moquer de moi avec ça, on me dit sur le chat, évidemment. Et ici, mon message, toujours pareil. Je fais creating readme.md file with title. C'est très descriptif, ça dit ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait mon commit. Et là, je fais mon git push pour pousser la modification. On voit que tout marche bien. Je retourne. Alors, attendez, il faut que je le masque aussi, que je vous fasse apparaître là. Ici, j'actualise ma page. J'ai bien récupéré mon fichier avec mon title. Et quand je vais dans mes commits, j'ai bien mon commit ici avec
mon readme.md ou sur lequel il y a une grosse faute, mais c'est pas grave. Un jour, je vous montrerai comment on peut modifier le texte d'un readme, d'un commit, c'est un peu chiant, surtout quand il a été mis sur GitHub, mais c'est faisable. Euh, je vous refais vite fait, toujours pour que vous ayez vraiment le dernier process. Là maintenant ici, je retourne dans mon fichier readme à nouveau. Hop, dans ce fichier readme, je refais mon principe de subtitle. Je garde exprès le même de subtitle. Je sauvegarde. Voilà, toujours pareil. Moi, je refais un git status. Ok, mon readme n'est pas dans mon stage. Je fais un git add readme.md. Je fais un git commit-m adding a subtitle to the readme.md file. Voilà. Je fais entrer et je refais un git push. Et vous allez voir que j'actualise. Alors attendez, je vais revenir sur live coding. Et j'ai bien mon subtitle qui est arrivé ici. Donc mon fichier s'est bien modifié. Et j'ai bien mes 2 commits que je peux voir ici directement. Ah mince, je suis sur le terminal encore. Ah, j'oublie à chaque fois ce truc. Pardon. Je reviens derrière. J'ai bien mon subtitle qui est là. J'ai bien poussé mes données sur le cloud. Et j'ai bien ici. Et je fais un dernier truc avant de vous laisser. Mais là, je vais faire un truc qui peut vous arriver. Je vais revenir ici en arrière. On est d'accord. J'ai mon repository live coding. Je vais le détruire. Hop. Là, je delete complètement. On est d'accord, je l'ai perdu. Putain, merde, fait chier, j'ai perdu mon boulot. On est bien d'accord que ce que vous allez avoir sur GitHub n'est absolument pas perdu. Il suffit que je reclone. Alors, je vais retrouver ma commande de git clone, vous m'en voulez pas. Je vais la chercher dans l'historique, comme ça, je n'ai pas à m'embêter à la retaper. Voilà. Donc là, je fais ls. J'ai bien mon dossier live coding qui est revenu. Donc, j'avais bien une sauvegarde dans le cloud de ce travail-là. Et là, quand je regarde le contenu de mon fichier README, j'ai bien mon title et mon subtitle. Donc, dès lors où vous avez mis quelque chose sur votre GitHub, si c'est supprimé en local, c'est pas grave, vous pouvez le récupérer. Ah, quelques gros mots, ouais, je suis désolé, je fais de mon mieux. Voilà, alors, je suis désolé, je vous avoue, j'aurais voulu que ce soit un peu plus structuré, un peu plus professionnel. Je m'améliorerai avec le temps. Voilà, donc pour tout, surtout pour la manipulation d'OBS, je vous avoue, c'était la toute première fois que j'utilisais ce truc-là de ma vie. Donc juste, je vous fais un petit résumé, mais Git, déjà, c'est un outil indispensable. Tous les développeurs doivent savoir l'utiliser en local, avant même de penser à GitHub. Vous devez savoir naviguer dans les commits, faire des branches. Il faut vous entraîner, il n'y a pas de secret. Donc on a vu comment initialiser un dépôt, comment faire des commits, comment faire des branches assez rapidement. Probablement qu'on en refera peut-être un autre plus poussé sur GitHub. Et on a vu les bonnes pratiques ensemble. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à pratiquer. Je sais qu'il y a un projet supplémentaire qui a été ouvert par exemple à Toulouse parce que vous étiez très avancé. Moi je vous invite à passer le pied et le dit demain, à vraiment communiquer sur Git, vous expliquer les choses, à vous mettre au whiteboard, à écrire les commandes à la main, comme ça elles vont rentrer vraiment dans votre esprit. N'hésitez pas à faire des petits projets perso sur ces choses-là. C'est-à-dire vous faites un petit repo et puis vous mettez des fichiers dessus, vous les supprimez, vous les récupérez, vous les modifiez. Enfin, c'est comme ça que vous allez progresser le plus vite. Je vous remercie de votre attention. Merci pour les petites blagues et les petites aides des fautes d'inattention. Sachez que ça fait un moment que j'avais pas travaillé en full terminal comme ça avec Git et GitHub. Mais ça fait du bien de revenir un peu à ces bases-là. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et puis écoutez, à bientôt tout le monde. Bisous, je vais quitter de façon abrupte. Merci beaucoup pour votre participation en tout cas. Et puis les petits copains là qui me font des petites blagues sur le chat, je saurai me venger. C'est enregistré, donc vous l'aurez. Salut tout le monde, bonne soirée et encore une fois merci. Salut!